Bonjour à tous, salam alaikum. Chers amis, ça va être très difficile de prendre la parole après notre cher professeur et docteur Abdel Fattah Moreau et toutes les personnes qui ont précédé, mais je vais essayer de vous dire un petit peu quelques mots par rapport à ce que je ressens par rapport à ce congrès aujourd'hui. D'abord, je vais vous dire quelque chose avant de d'abord vous remercier de votre invitation. Avant de vous remercier de votre invitation, je voudrais vous dire une chose. Monsieur le docteur Abdel Fattah Moreau a dit quelque chose d'assez exceptionnel en disant que c'est important aujourd'hui qu'on montre effectivement que les deux pays sont solidaires. Et aujourd'hui, mon cher professeur, cher docteur, j'ai honte un peu de mon pays, la Belgique, aujourd'hui. J'ai la honte parce qu'aujourd'hui, vous montrez une solidarité, les Tunisiens ont montré une solidarité depuis le premier jour. Et ce que je vous dis aussi, je le répète exactement la même chose au Parlement, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas un schizophrène. Pourquoi je dis ça aujourd'hui? C'est parce qu'aujourd'hui, il y a toujours dans le site des affaires étrangères qui dit que jusqu'au 17 janvier 2017, nous déconseillons à nos Belges de partir en Tunisie. Nous avons eu un attentat, nous avons eu 35 morts. Nous avons eu des milliers de blessés, une économie qui est pratiquement à zéro, et le monde entier a continué à être solidaire. Et on a continué à demander aux gens de venir, et de ne pas avoir peur, de venir visiter Bruxelles, de venir aider notre économie. Mais nous interdisons à nos concitoyens de partir dans d'autres pays qui subissent la même chose. Donc, chers amis, ce que je vous dis ici, je vous le répète, et je le répéterai même au Parlement, puisque j'ai eu l'occasion plusieurs fois de le dire. Alors, le 2 poids 2 mesures, mesdames et messieurs, ça doit suffire. Ça doit suffire, puisque à un moment donné, quand on m'a demandé hier soir si c'était possible de faire une petite intervention, j'ai dit OK, mais je ne savais pas très bien dans quelle direction allait partir mon intervention. Première chose, c'est que j'ai une petite pensée, parce qu'en même temps, on continue nos activités, mais on voit ce qui se passe à Alep, et donc, effectivement, on est un peu difficile. Mais là, on ne peut pas s'arrêter de vivre. On doit continuer. On doit réfléchir comment aider, comment accompagner ces gens, comment les soutenir. Et donc, quelque part, on doit continuer nos activités. On ne pouvait pas annuler l'événement, puisque les choses doivent continuer. Les gens de bonne volonté doivent pouvoir exister et continuer à faire leur combat. Alors, j'ai bien aimé l'intervention de notre cher qui a dit aussi à un moment donné, l'Ouattania. L'Ouattania, c'est le fait de partenir à quelque chose. Et souvent, les gens me disent, mais monsieur, vous êtes d'origine marocaine, et ok, je veux dire, vous êtes belge, vous êtes le premier vice-président du Parlement, le président flamand, au niveau du Parlement bruxellois. Comment vous faites la part des choses entre le fait, d'un côté, la Belgique et le Maroc? On ne peut pas quand même être loyal avec deux pays. Je dis, vous savez, je dis souvent, la Belgique, c'est mon père, et le Maroc, c'est ma mère. Et donc, ce sont mes parents. Et donc, on peut être loyal par rapport à ses parents. Et qu'à un moment donné, on me pose la question de me dire, je leur dis simplement clair que si quelqu'un doit faire ça à la Belgique ou ça au Maroc, il me trouvera sur son chemin. C'est exactement la même chose pour nos amis tunisiens. On peut être tunisien et on peut être belge. Tunisien et français, tunisien canadien, tunisien américain ou allemand. Tout en se disant, qu'est-ce que je peux apporter à mon pays? Pas spécialement d'origine, parce que j'aime bien ce mot dire origine, c'est bien. Mais moi, je ne me considère pas comme un Marocain, je me considère marocain et belge. Et je fais mon travail en tant que président du Parlement, et je fais mon travail en tant que parlementaire, en tant que père, en tant que mari, en tant que frère, en tant que fils. Donc, je n'ai pas de problème d'avoir, et à un moment donné, chaque chose en son temps, et un temps pour chaque chose. Chers amis, il faut aussi qu'on ne mente pas à la population. Mentir à la population, ça veut dire aujourd'hui, mon fils qui fait de la photographie a décidé de prendre une image, de capter une image de l'attentat qui s'est passé à Bruxelles, où on voit effectivement des dizaines de morts dans le métro à Bruxelles. Mon fils a fait un travail sur cette image. Et pourquoi il est parti d'une image? C'est pour expliquer aux gens pourquoi cette image, et pourquoi ces gens sont par terre, pourquoi dans le métro. Et à ce moment-là, on doit essayer de faire un travail pour revenir en amont, d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. À un moment donné, on essaie d'expliquer en disant qu'il y a des gens qui sont venus et ils ont déposé une bombe dans un métro. Ils ont décidé de tuer des personnes, innocentes pour l'un,
L'autre, il te dit, c'est des collaborateurs. Chacun selon le camp où il se trouve. Et puis mon fils me dit, mais s'il a mis une bombe, mais d'où vient cette personne? Et pour qui il agit? Alors on va plus loin. Et on constate effectivement, il parle d'un État islamique qui serait quelque part en Syrie. Des gens qui ont décidé à un moment donné de se rassembler pour raisons religieuses sur un territoire bien spécifique. Et qui ont décidé de nous attaquer. Mon fils me pose la question, me dit, mais mon fils de 17 ans, mais pourquoi est-ce qu'il nous attaque? Pourquoi il nous attaque? Parce que nous avons aussi des F-16 qui bombardent ces gens. Et qu'à un moment donné, qu'on soit contre ces gens ou qu'on soit pour ces gens, il fallait qu'on ne mente pas à notre population en disant « Cher peuple belge, nous sommes en guerre. Nous participons à une guerre ou à un massacre et chacun l'appellera comme il veut selon dans quel camp il se trouve. Mais puisqu'on a participé à une guerre, il faut s'attendre qu'on reçoit des coups en retour. » Malheureusement, nous l'avons menti. Nous avons dit et nous avons pensé que nous pouvions partir avec des gros avions, partir jusque là-bas, bombarder des populations civiles et tuer des gens par milliers qui n'ont peut-être rien à voir. Et qu'à un moment donné, on se dise « Ah, on va rester les bras croisés, les gens ne vont pas nous humilier et nous toucher comme nous humilions certaines personnes qui se trouvent sur place. » Chers amis, les 2 poids 2 mesures sont difficiles à expliquer. J'ai commencé avec le premier exemple en disant « Vous devez être solidaires avec notre pays, mais est-ce que nous sommes, nous, vraiment solidaires avec votre pays ?» Chers amis, je voudrais simplement vous dire que par rapport à cette discussion que je veux mener aujourd'hui, c'est pour vous dire que les 2 poids 2 mesures ne sont plus explicables à mon fils ni à ma fille. Aujourd'hui, moi j'ai 5 enfants. Et mes 5 enfants aujourd'hui me disent « Papa, ne nous parle pas de la nourriture, ne nous parle pas des beaux vêtements, ne nous parle pas que nous avons un smartphone. » Tout ça, nous l'avons déjà. Et pour nos enfants aujourd'hui, ils trouvent ça normal d'avoir la table et qu'ils ont de quoi manger. Ils trouvent ça normal que je leur achète des vêtements convenables, que je paye le voyage scolaire, que je leur paye des bonnes études. Mes enfants, pour eux, c'est normal. Comme vous, vos enfants, c'est normal. Nos enfants aujourd'hui, ils ont d'autres perspectives. Ils disent, mais papa, tout ça, c'est normal. Ce que toi, tu avais, cher papa, puisque moi, je suis ici de 8 frères et sœurs. Moi, j'ouvrais le frigo parfois à la fin du mois. On trouvait que le frigo était vide. On savait que nos parents n'avaient pas les moyens de faire les courses. Et alors, on a vécu un peu la pauvreté. Et donc, on se battait pour survivre dans ce pays. Et donc, on s'est battu pour étudier, pour essayer d'avoir des vêtements convenables, de pouvoir manger à notre faim, de pouvoir payer la piscine, d'aller aux activités pour ne pas être comparé aux autres en disant que toi, tu n'as pas et moi, j'ai. Mais aujourd'hui, nous avons tout ça. Alhamdoulilah. Et nos enfants, ils ont plus encore. Mais mon fils, il me dit, papa, moi tout ça je l'ai. C'est quoi ma vie au fait? Si je n'ai pas soif de justice, parce qu'il y a quand même de l'injustice, papa, ce qui se passe là-bas, c'est pas normal. Donc aujourd'hui, j'ai peur quand mon fils me parle comme ça. Je lui dis, mais tu me dis ça pourquoi? Parce que nos gouvernants n'ont pas pris leurs responsabilités et que mon fils pourrait peut-être partir. Aujourd'hui, parfois, j'ai peur et j'en ai parlé avec notre professeur. J'ai eu l'honneur de le recevoir au Parlement. C'était une des personnalités qui m'a le plus ému et étonné. J'ai parlé avec lui quelques dizaines de minutes, peut-être une demi-heure. Mais masha'Allah, votre discours, il m'est resté encore aujourd'hui. Je peux vous rappeler les mots par mot ce que vous avez dit. Et aujourd'hui, j'ai peur de voir mon fils partir en Syrie. Un jour, il s'est levé à 5h30 du matin. Il m'a dit, j'ai entendu du bruit, j'étais un peu étonné. J'étais voir et je vois que mon fils, il me dit, je vais partir à la mosquée pour aller prier. Et je vois qu'il a mis Qshaba, alors que mon fils n'a jamais mis Qshaba. Je dis, tu vas où, mon fils? Il me dit, écoute, je vais aller m'entraîner, je vais aller prier à la mosquée, et après, je vais aller courir les 20 km de Bruxelles pour m'entraîner pour les 20 km de Bruxelles. Rabbi ismahli fadik nhar. J'aurais préféré que mon fils rentre de l'autre côté, qu'il serait sorti, qu'il venait de l'extérieur, pour sortir avec un pantalon peut-être jusqu'ici, à la limite presque un joint dans la main, mieux qu'ils me disent que je parte à la mosquée. Tellement qu'ils nous font peur. En tant que musulmans, aujourd'hui on a une ambiguïté totale, on ne sait plus ce qui se passe. Parce que je n'ai pas de réponse à mon fils pour lui dire comment ça se fait qu'il y ait des injustices. Et je me souviens à un moment donné, un imam qui me disait dans la mosquée où j'ai grandi, il me disait le plus important chez Dieu, c'est pas ce qu'il nous a donné, c'est ce qu'on en fait. Peu importe que tu sois intelligent, peu importe que tu sois riche, peu importe que tu aies de la force, ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'est-ce que tu vas en faire. Ce n'est pas parce que Dieu est injuste. Dieu, il est juste, mais il donne à chacun d'entre nous les moyens de pouvoir corriger des injustices. C'est ça qu'on nous a appris. C'est ça qu'on nous a dit. Et aujourd'hui, on veut corriger les injustices. Et c'est la seule et raison unique qu'on doit s'en engager politiquement. Tout le reste, il faut l'oublier. Et de toute façon, ça ne tient pas tôt ou tard.
Et c'est aujourd'hui mon combat politique. Quand je suis au Parlement, je leur dis, vous savez, moi je suis rentré encore en politique pour corriger des injustices, pour essayer d'améliorer le quotidien des gens, pour essayer d'apporter ma pierre à l'édifice, essayer de leur faire comprendre effectivement qu'il y a des choses que beaucoup de gens n'accepteront plus. Tu ne pourras plus les acheter en faisant leur dire, voilà un appartement, voilà un boulot, voilà de quoi manger sur ta table. La génération qui arrive aujourd'hui, elle est soif de justice. Et si on n'a pas ça, c'est qu'on n'a rien compris. Tout d'abord, c'est vrai que j'ai été impoli, mais je l'ai noté comme quoi je dois remercier quand même les organisateurs de m'avoir invité et de me donner la chance, ces quelques minutes, de pouvoir avoir pu prendre la parole et dire un petit peu mon opinion par rapport à ça, et donc et pour vous apporter certainement mon encouragement. Mais malgré tout ça, je vous dis quand même, bienvenue à Bruxelles. Bienvenue, chers amis. Bienvenue en Belgique. Et je peux vous assurer que la chaleur que je découvre aujourd'hui, et que je connais déjà assez, je la transmettrai puisque tout est filmé, et la montrer à mes collègues qu'il n'y a pas à avoir peur de venir parler avec des gens qui veulent que le bien-être de notre terre. Quand je dis la terre, ce n'est pas que la Tunisie. Je pense que vous êtes implantés un peu partout en Europe, pas partout entre le monde. Et c'est grâce à des gens comme vous, effectivement. Et je ne sais pas si M. Al-Arossi, le directeur de Majid Khalil, qui était là, qui est aussi tunisien, et qui est un des directeurs de la plus grande mosquée que nous avons à Bruxelles. C'était un de nos professeurs, un de nos élèves, une des personnes qui nous a accompagnés. Et pour vous dire, masha'Allah, qu'il ne faut pas être nombreux. Pourtant, nous sommes la plus grosse communauté marocaine ici en Belgique, et pourtant le directeur de la plus grande mosquée et de la plus grande institution que nous avons ici à Bruxelles, qui est le Majid Khalil, est un Tunisien. Donc on peut quand même être assez fier. Si on l'a mis là, c'est parce que, masha'Allah, c'est quelqu'un qui peut montrer de quoi il est capable. Je voudrais remercier donc l'organisation qui m'a invité, par vos titres et vos qualités, parce que vous êtes nombreux. Je voudrais remercier et faire un coucou à M. Hassan Razi, qui est responsable du parti politique de notre confrère M. Benkiran, ici en Belgique. Et donc je voudrais quand même le remercier, et je suis très fier de le voir ici, le représentant du Justice et Développement. Je voudrais vous dire simplement que nous avons 89 parlementaires à Bruxelles, nous avons 17 flamands et 72 francophones. Moi, je suis flamand, donc je vous ai évité de faire un speech en néerlandais. Donc, je vous ai quand même. Donc, ma langue maternelle, normalement, c'est le néerlandais d'abord, avant le français. Et donc, je me suis dit, quand même, je vais essayer de parler en français, ce sera plus facile. Et donc, il y a 17 néerlandophones et 72 francophones. Pourquoi je vous dis ça? C'est que la spécificité de Bruxelles, c'est que les flamands ne sont que 15% de la population bruxelloise, mais ils ont 50% des pouvoirs à Bruxelles. Pourquoi? Parce qu'au niveau belge, 6 millions de la population, c'est-à-dire 60% de la population en Belgique, est flamande. Mais l'image que nous avons, c'est l'image d'un pays francophone, la Belgique, alors que la majorité de la population, elle est flamande. Le pouvoir économique, le plus important malheureusement maintenant, parce que ça n'a pas toujours été comme ça, hier c'était les Wallons qui étaient un peu plus puissants au niveau économique, aujourd'hui c'est les Flamands, c'est pour vous dire effectivement qu'aujourd'hui nous avons, pour créer la paix sociale, ce n'est pas le nombre d'élus qui nous compte, c'est qu'il faut une double majorité de chaque groupe politique, c'est-à-dire des groupes flamands et des groupes francophones. Ça c'était peut-être une petite parenthèse que je voulais faire. Je vous ai parlé tout à l'heure de mon fils, je vous ai parlé d'une chose assez importante. Et pourquoi j'ai dit tout à l'heure, je voulais parler de cet exemple, de ces mots qui sont restés quand le docteur Moreau est venu chez nous au Parlement, c'est qu'il y avait une jeune fille chez moi qui portait le hijab, qui faisait son stage, et qui en avait marre de se faire humilier, et qui faisait l'effort, qui a dit « j'ai étudié, j'ai fait les efforts qu'on m'a demandé, j'ai souffert pour arriver à avoir mon diplôme, et aujourd'hui je n'ai pas l'occasion de pouvoir partir, de pouvoir travailler avec mon hijab. » Et vous savez... Non, merci. Ça va aller, vous savez, j'ai l'habitude. C'est très gentil en tout cas, barakallahu fik. Et la jeune fille voulait partir apparemment en Syrie, et j'ai demandé à notre professeur de lui dire s'il vous plaît, est-ce que vous ne voulez pas lui donner quelques mots? Je ne sais même pas s'il s'en souvient, mais vous voyez quand même tellement de monde. Et la fille lui a dit, moi je suis persécutée ici. Il lui a dit, vous êtes persécutée, madame? En Europe, vous êtes persécutée, il lui a dit. Et il dit, vous êtes persécutée, vous savez ce que c'est la persécution? Il m'a dit, quand j'ai ma propre fille, moi-même, qui a étudié le droit, qui n'a pas le droit de travailler dans son propre pays avec la hijab. Vous me parlez de la persécution. Il m'a dit, est-ce que c'est quoi? C'est partir dans un État qui n'a pas de droit, où la femme n'a rien à dire, vous allez partir en Syrie? C'est pour vous dire, je ne vais pas raconter les détails de la discussion. Mais cette fille, cher professeur, cher docteur, elle vous remercie parce qu'aujourd'hui, elle est encore là. Elle travaille. Et franchement, je suis fier de vous connaître, docteur. Vraiment. Franchement... Elle n'a pas eu l'occasion d'être là. On voulait prendre la vidéo, mais je ne voulais pas déstabiliser le congrès. Je voulais la faire passer pour vous remercier que vos mots touchent des gens.
C'est ça le plus important. C'est que chacun d'entre nous, nous avons la possibilité d'apporter notre contribution. Parfois, il ne suffit que quelques mots pour réconforter des jeunes. Et ils en ont besoin. Et aujourd'hui, ce n'est pas toujours ça que nous trouvons. Moi, j'ai un fils qui a grandi, qui a 17 ans aujourd'hui, ou 16 ans, qui depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui, depuis les attentats du 11 septembre, on lui babine comme quoi que l'islam est une religion de guerre, qu'il y a une religion de sang, que vous êtes des gens qui veulent que notre mal. Comment tu veux qu'à un moment donné, ces jeunes se sentent bien dans leur peau? Vous savez, à un moment donné, nous sommes aussi fatigués. Mais je pense qu'on doit garder l'espoir. Il y a des choses qui changent. Il y a des cœurs qui parlent et qui entendent. Effectivement, les médias ne sont pas avec nous. À nous de développer aujourd'hui, nous avons la chance avec la web TV, avec les canaux Internet, avec l'audio, les gens voient autre chose. Mais le côté, c'est que la revers de la médaille, c'est qu'on voit les choses directement. Vous savez, c'est un exemple que j'ai donné au Conseil de l'Europe, donc je n'ai pas de problème à le dire ici, et mes collègues le savent très bien. Allez expliquer à des jeunes aujourd'hui que des gens ont décidé, sur base religieuse ou pas, de se rassembler sur un État qui se dit soi-disant État islamique en Syrie. Va leur expliquer que nous allons prendre les armées du monde entier pour les combattre, alors qu'aujourd'hui en Palestine, il y a eu effectivement des gens qui ont décidé sur base religieuse de se rassembler et d'aller déplacer des populations, alors qu'il n'y a pas un seul qui bouge le doigt. Vous comprenez qu'aujourd'hui, et ce n'est pas des applaudissements que j'ai besoin, parce que ça c'est des discours quand même assez difficiles à dire, et je prends mon courage à deux mains pour dire effectivement que ce 2 poids 2 mesures, nous ne pouvons plus l'accepter. Pas parce que j'ai, moi, été passif, parce que j'ai été lâche et que je n'ai pas voulu, à un moment donné, intervenir. Mon fils, il me dit, papa, si tu ne bouges pas, moi, je bougerai. Si mes filles, aujourd'hui, comment je peux demander à mes filles d'aller distribuer des tracts avec moi au niveau des élections et lui dire, viens ma fille, aide-moi à ce que je puisse être réélu, et dire, papa, je n'ai pas le droit de porter le hijab dans mon école. Papa, ma maman, qui a fait 8 ans d'université, donc mon épouse, 2 ans Oxford, diplômé de la Sorbonne de Paris, 2 ans Kansas, 3 ans de sciences familiales, n'a pas le droit de travailler dans son propre pays. Et c'est une belge, juste parce qu'elle a décidé de choisir à un moment donné de se convertir à l'islam. Vous savez, il y a des choses que les gens n'accepteront plus. Et donc, si on veut collaborer, si on veut vivre, les gens, ils ont soif à une chose, ils ont soif de justice. Et si on n'est pas capable de le faire, on doit arrêter. Et je vais terminer par une seule chose, une phrase que j'ai souvent dit quand je pars au Maroc. Quand j'ai des débats chez eux, je leur ai dit, elle m'a dit, c'est quoi le Watania? واحد journaliste قالت لي أستاذ فؤاد حيدار بغيت نسولك أنت كمغربي اللي كتعيش في أوروبا بغيت نسولك وفات شنو هي بالنسبة لك الوطنية؟ je dis الوطنية je lui dis شوف لالا جوارة قلت له الوطنية إلا بقات على التراب نمشي نجيب 30 كيلو التراب من حسيمه ولا من طنجه من المغرب نجيبها هنايا ونحطها في بروكسل في الجرده ديالي ونهار اللي تحشت البلاد نحك تحليها عليها بحال شي دوب هكذا نعمل هكذا باش نقولوا هذه. بارك الله فيكم. شكرا.